Madame, Monsieur, bonsoir. Tout est rentré dans l'ordre, vous le savez, sur tous nos supports. Vous avez la possibilité, vous avez l'occasion, vous avez le privilège de regarder vos programmes préférés à la fois sur le bouquet Canal+, comme sur la TNT. Voilà, c'est une belle occasion de dire il faut promouvoir la TNT parce qu'évidemment, c'est la TNT qui est censée être universelle en Côte d'Ivoire puisque l'autre bouquet est payant. En tous les cas, c'est son modèle. On peut être abonné, mais il ne faut pas oublier d'avoir la TNT. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, à nous attendre aussi. Eh bien, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Bonsoir et merci de nous renouveler encore votre confiance. Bonsoir Christelle. Alors André, comment ça va? Ça va, oui, on repart avec... on repart alors qu'on termine finalement. Bon voilà, on repart pour terminer la semaine. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver et toute l'équipe aussi. On fera l'effort d'être avec vous jusqu'à 20h30 avec des sujets intéressants. Tiens, premier sujet, c'est donc le lancement d'une pétition pour la candidature du président de la République. On en parlera et d'autres sujets viendront. Pour l'instant, on salue notre plateau. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, et ton stylo? Il va bien? Il cherche la bagarre. Il cherche la bagarre en fait. Mais nous allons... Tu sais que je t'aime bien. Oui, je sais, mais nous serons sereins face à cette énième provocation, n'est-ce pas? Marius Koué, bonsoir. Bonsoir, Daouda. Bonsoir Christelle, bonsoir André. Marius Koué, c'est bien de vous voir tous sourire. Exactement. C'est que c'est la journée mondiale quand même des consommateurs. Exactement. C'est vrai, très souvent vous dénoncez, mais de savoir que les consommateurs ont quand même leur mot à dire dans notre espace communautaire, ça vous fait plaisir et on en parlera tout à l'heure. Merci André. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Très bien. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André. Ben, on va aller checker les caméras pour trouver ton stylo. Le fameux stylo, oui. Bonsoir à vous tous, Élisée, Daouda et bien sûr Herman. Alors, je ne dirai pas aujourd'hui le plateau est 7. Il est depuis 8 ans. Allons-y. À travers le monde, leur voix doit compter, alors qu'on sait très bien que nous sommes dans un monde marqué par la toute-puissance du numérique. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Comment, dans tout cet univers, dans tout ce magma d'infos géré à la fois par l'intelligence artificielle et par d'autres technologies, comment s'en sort le consommateur? Comment on protège les données qui le concernent? En tous les cas, comment on facilite sa vie? C'est de ça qu'il est question à l'occasion de ces journées. Et on va en parler maintenant pour ouvrir le débat. Exactement. Évidemment, qui, pour en parler en premier lieu, que Marius Koué, qui est évidemment en charge d'une association de consommateurs. Alors, cette journée internationale du consommateur ramènera à quoi? C'est vrai que notre thématique, c'est comment protéger leurs droits à l'ère du numérique, mais de façon globale, hein, quand vous parlez consommateur, on se réfère à qui, au fait? Qui est consommateur? Alors, merci encore une fois de revenir cette journée qui est au cœur donc, de l'action du mouvement consumériste à travers le monde. Et je puis vous assurer que le thème dont vous faisiez cas tantôt n'est pas un thème qui est développé par les organisations de façon individuelle. C'est un terme qui est imposé, j'allais dire, aux organisations sur l'ensemble du globe par Consumer International. Consumer International, c'est l'Organisation mondiale des consommateurs. Et donc, pour cette année 2024, le thème de la journée mondiale tel que cela nous a été conseillé, c'est donc comment faire respecter les droits du consommateur à l'ère du numérique, à l'ère donc de l'intelligence artificielle. Et donc au niveau de la Côte d'Ivoire, nous notons beaucoup d'avancées en matière de protection des droits du consommateur en matière de numérique. Hier, n'oubliez pas que nous avions un seul et unique opérateur dans le secteur du numérique et d'abord de la téléphonie mobile. Par la suite, nous sommes passés à un deuxième opérateur, à un troisième opérateur, parce que nous l'avons toujours dit et Consumer n'a de cesse également de répéter à nos États, les droits du consommateur sont régulièrement violés lorsque justement les gouvernants ne concourent pas naturellement à mettre en place des politiques qui
exclut le monopole. Le monopole pour le consommateur est un tombeau. Et donc la diversification des opérateurs sur un marché donné avec plusieurs services offerts aux consommateurs, protège de plus en plus ses droits, donc protège son pouvoir d'achat. Et l'État de Côte d'Ivoire l'a bien perçu que de plus en plus dans divers secteurs d'activité, eh bien, le consommateur se rend compte que hier, par exemple, dans le secteur de la grande distribution, vous n'aviez qu'un seul et unique opérateur au plan national pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, nous avons plusieurs opérateurs dans la grande distribution. Remarquez que les prix dans les supermarchés, dans les grandes surfaces ont baissé. N'empêche que vous avez également constaté au niveau national que au niveau de l'intelligence numérique artificielle, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore dans nos habitudes. Mais il est évident que nous prenions des dispositions de sorte à ce que dans les années à venir, eh bien, les droits du consommateur soient de plus en plus préservés. Et c'est ce à quoi nous travaillons tant avec notre ministère technique, le ministère du Commerce, qu'avec le ministère également de l'économie numérique. Très bien, merci. En tout cas, merci de noter qu'en matière de droits de consommateur en Côte d'Ivoire, il y a des choses à faire. Mais on rappelle, évidemment, vous l'avez dit, c'est vous qui êtes le porte-parole des consommateurs, c'est que la concurrence ici en Côte d'Ivoire permet aussi, à l'instar des autres consommateurs ailleurs, de donner aux consommateurs de choisir facilement. Est-ce que, de votre point de vue, les amis, on va aller dessus, la vie du consommateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est plutôt aisée? Est-ce qu'il est informé des produits qu'il a à sa disposition? Est-ce que, justement, tout un ensemble de l'écosystème qui est créé autour de la création industrielle des produits manufacturés, tout ça, ça permet aux consommateurs de savoir où est-ce qu'il met les pieds et de choisir en connaissance de cause. Daouda? Ouais, moi, je pense bien que le consommateur ivoirien, plus ou moins, grâce au CNLVC, la Commission nationale de lutte contre la vie chère, le Conseil national contre la lutte contre la vie chère, pour ceux qui vont régulièrement sur les sites comme moi, on a le temps de voir certains produits qui sont avec les prix, même quand il y a des produits vivriers qui sortent en stock, on te le dit clairement. Et on a la possibilité de signaler. Le bémol que je trouve en Côte d'Ivoire, c'est que souvent, je trouve que, quel que soit ce que les gens feront, il faut que le consommateur doit être le premier défenseur lui-même de ses droits. Malheureusement, force est de constater que de nombreux consommateurs ne vont pas à la recherche de l'information pour avoir la bonne information. Ils s'asseyent tous, on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. Or, comme on l'a dit ici, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Il faut connaître la loi pour pouvoir défendre ses droits les plus élémentaires. Très bien. Herman, dans certains pays, dans certaines nations, les consommateurs sont une puissance d'influence qui font souvent très fléchir le législatif ou la puissance en charge par rapport à certaines décisions. Est-ce que vous voyez un peu ce schéma, ce tableau-là ici en Côte d'Ivoire? Non, le drame en Côte d'Ivoire, moi je pense que ce n'est même pas au niveau des consommateurs seulement. Souvent, les plateformes de gestion des consommateurs, les associations qui se créent, les responsables de ces associations-là sont très amis avec les patrons des enseignes, souvent même vous sont pensez très amis avec les je ne dis pas que c'est pas mais c'est ce qui est courant. De sorte que souvent... Non, je vais terminer. Il termine, et puis on va dire... Non, il termine. Ici, vous êtes chroniqueur, vous n'êtes pas obligé de... Non, ce n'est pas une affaire de chroniqueur, c'est-à-dire vous faites une affirmation grave. Non, ce n'est pas une affirmation, c'est des choses qu'on constate. Donnez-nous des exemples concrets. Je vous dis simplement que nous aussi, on a des sons, on sait qu'on a des informations, on sait que la plupart des responsables des associations qui sont dites de protection des droits des consommateurs, ces associations-là, les responsables sont amis à des patrons d'enseignes, de sorte que lorsque les prix arrivent, ils accompagnent les prix qui sont imposés par les associations. Qu'est-ce que vous faites? Mais aujourd'hui, même M. Koumoui qui est là, qui est président d'une fêtière d'association de consommateurs, il n'a qu'à nous dire les déclarations successives qu'il a produites concernant la hausse souvent des prix qu'on constate. Souvent, ils le font avec des messages qui embellissent même l'action du gouvernement. Comment est-ce que vous réagissez? En fait, vous voyez, j'ai l'impression, parce que là, il est journaliste. Et en plus, il est chroniqueur, consultant sur un plateau. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire comme ça. Parce que dire, par exemple, ils sont amis à des enseignes, sans preuve. À des patrons d'enseignes. À des patrons d'enseignes, sans preuve ni rien. Vous le dites comme ça. Monsieur, comment on peut regarder votre téléphone? Vous n'avez pas de numéro de téléphone de patron d'enseigne dans votre téléphone? Je peux me les citer. Je peux regarder votre téléphone. On vous donne la parole. Herman Aboua, avec tout le respect, je vous dois,
Moi, Marius Komo, je ne mange à la table d'aucun roi dans ce pays. Je n'ai pas dit que vous avez mangé. Non, on vous donne la parole, Et en plus, non seulement je ne mange à aucune table d'aucun roi dans ce pays, mais qui plus est, je ne fréquente pas les services des enseignes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas mes amis, monsieur. Mon rôle, tenez-vous bien, sous Laurent Gbagbo, et vous étiez là à la RTI, vous m'avez vu. J'ai paralysé ce pays pour une augmentation contre le prix de l'électricité. J'ai joué encore le même rôle face à une augmentation du prix du carburant. Sous M. Ouattara, vous vous rappelez des événements de 2016? Vous vous rappelez des événements de 2008 sous Gbagbo où il y a eu 2 morts? Mais nous ne prenons pas la tête d'une organisation de consommateurs pour paralyser un pays. Une organisation de consommateurs est partenaire des pouvoirs publics, monsieur. Ce n'est pas un club de vandales, encore moins un parti politique d'opposition. On vous donne la Ce n'est parole. même pas encore un syndicat. Quand on n'est pas d'accord dans une association de consommateurs, on rencontre la structure qui aurait fixé le prix. Terminez dans le là-dessus. cas, par exemple, du carburant. Non, terminez là-dessus. Pour terminer, dans le cas, par exemple, de l'électricité, dont le prix a été augmenté par 2 fois, c'est la mauvaise gestion des gouvernants précédents. Je vous le dis, si vous ne le savez pas. En plus, on termine là-dessus. En dehors de cette mauvaise gestion d'hier, c'est la gestion actuelle du secteur qui s'améliore grâce justement à la Côte d'Ivoire Énergie. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, mais il faut bien que vous notiez une chose. Très bien, pour Au finir, niveau, par vraiment, exemple, de là il faut finir. Je termine, je chute là-dessus. Au niveau de l'électricité, parce que c'est ça qui fait jaser, et ça va faire encore jaser, parce que les factures qui arrivent là seront très lourdes pour les ménages. Très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne savons pas, nous n'avons pas cette culture de la bonne consommation de l'électricité. Nous utilisons malheureusement l'électricité. Merci beaucoup, mais Marius. il y a d'autres problèmes encore plus importants sur lesquels... On va vous redonner la parole, Merci, ne vous en faites pas. Marius. Alors, Herman, rapidement, et puis on va écouter Élisée sur le plan. Ben ouais, mais ce que je comprends bien, tout ce que M. Komoué vient de dire prouve encore qu'il avait dit qu'ils accompagnaient les décisions. Un président de consommateurs, d'association de consommateurs qui justifie les prix qui sont imposés aux consommateurs. Où est son rôle? Aujourd'hui, on ne demande pas de négocier. Votre rôle, c'est de faire en sorte de garantir des mesures qui vont favoriser l'épanouissement des populations. C'est l'État qui le fait, ce n'est pas nous. Mais quand l'État fait, lorsque les gens se plaignent pour dire que le prix de l'électricité est cher, votre rôle, ce n'est pas d'aller expliquer aux gens que oui, voilà pourquoi l'État... Mais vous pouvez me laisser terminer. Votre rôle, M. Koumou, ce n'est pas d'aller expliquer aux consommateurs qui sont peinés par le prix de l'électricité et autres que non, voilà pourquoi l'État augmente, parce que lui, il faut ceci. Vous, votre rôle, c'est d'être aux côtés de ces populations qui estiment et de négocier à l'État des prix qui seront... la parole. C'est de la parole. On parle pour bien comprendre. Cédez la parole. Nous avons réussi sur ce plateau à lancer plusieurs mots d'ordre de grève contre la vie chère. Vous, Herman Aboua, vous étiez où? Elle s'est retrouvée en prison au moment où vous pavanez à Abidjan en train de chercher les jeunes filles. C'est vous. Ça commence à être... Il y a des débats de quartier. On ne vous donne pas la parole, vous parlez. Je vais faire... Mais vous êtes journaliste. Attendez. Vous portez la voix des sans-voix. Vous portez le cœur des préoccupations vous de la avez fini. population. Vous avez fini. Quand il y a des problèmes, on ne vous voit pas. Marius. Vous êtes là juste pour critiquer. La dame est venue par 2 fois. Elle a lancé des journées ville morte. Qui l'a répondu? Très bien. Merci, arrêtez-vous sur ça, Marius Komoué. Marius Komoué, arrêtez-vous là. On s'arrête là et puis on va écouter Élisée. On va entendre Élisée, comme le dit ma très chère Christelle. Le débat, évidemment, est houleux. C'est la journée internationale, la journée mondiale pour permettre aux consommateurs de voir, pour voir leurs droits garantis. Ça parle avec beaucoup de ferveur. Vous étiez là, tout tranquille à écouter tout ça. Comment vous réagissez face à ce qu'on peut parfois considérer comme... est-ce qu'on est vraiment intéressé, comme dit, par la cause des consommateurs? On l'accuse, les autres n'agissent pas bien. Vous réagissez comment quand vous entendez tout ça? D'accord, moi je pense que l'une des premières choses que je dois dire, en tout cas qui me vient à l'esprit, il faut qu'on arrive à départir de l'esprit des uns et des autres que les associations de consommateurs ne sont pas un parti d'opposition. Non, du tout. Ça, c'est important parce que très souvent, dans l'esprit de beaucoup, être dans une association de consommateurs, c'est comme si on était dans un parti politique d'opposition du pouvoir public. Non, pas du tout. Voilà, ce n'est pas le rôle d'une association de consommateurs. C'est vraiment pas le rôle d'une association de consommateurs. Ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, nous-mêmes, Ivoiriens qui sommes ici, on peut même faire un sondage. Combien sommes-nous qui militons dans ces associations? Ces associations ont besoin de vivre. Ces associations ont besoin de vivre de quoi? Des cotisations de leurs membres. Nous ne participons même pas à leurs activités. Mais nous nous plaignons qu'ils ne prennent pas la parole. Mais attends, moi, Élisée,
Est-ce que j'ai besoin forcément d'une association de consommateurs pour estimer à un moment donné que le prix du pain là ne m'arrange pas? Je n'ai pas besoin du consommateur. Ça, je peux le dire. Et je peux même passer le message aux membres de ma famille, autour de moi. Et puis, on adopte l'attitude qu'il faut vis-à-vis des trucs. Arrivé un moment, il faut arrêter de trouver des boucs émissaires à nos problèmes nous-mêmes. Il faut avoir l'honnêteté de dire à un certain moment que nous, Ivoiriens, nous sommes des plaintifs de salon. À un moment donné, il faut qu'on fasse entendre nos voix par les canaux officiels, les canaux normaux. C'est important. Merci, Élisée. Daouda, quand vous entendez tous ces propos, comment est-ce que vous réagissez? On espère que vous allez rapporter la paix. Hein? Oui, bien sûr. Quel est votre point de vue? J'ai écouté Herman et M. Koumoué. C'est allé très, très vite dans... C'est très vite monté, mais on va redescendre. Mais je pense qu'il est important de dire aux uns et aux autres que les différentes mesures qui ont été prises, parce que là, on a subi la vie chère dernièrement. Et généralement, avant que le gouvernement ne prenne une décision, très cher Herman, ils vont discuter avec tous les acteurs du secteur. Bien sûr. Et quand ils finissent de discuter avec les acteurs du secteur, c'est après que chacun vient pour expliquer. Et c'est pour cette raison qu'en matière d'économie aujourd'hui, au niveau mondial, les institutions de Bretton Woods estiment que la Côte d'Ivoire a le dos large pour supporter certaines choses. On a bien géré cette crise d'inflation qu'on a subie ici. Et c'est avec les acteurs comme Marius Koumoué, qui luttent contre la vie chère, c'est avec les acteurs du secteur industriel et autres que tout cela a pu avoir lieu. Souvent, il n'est pas intéressant de dire des choses qui ne sont pas forcément intéressantes ou vraies. Très bien. J'estime que c'était comme ça. On vous a entendu là-dessus. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'aujourd'hui, on évolue sur le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs ivoiriens, on a posé la question, vous pensez que les consommateurs ivoiriens ont la parole qui compte quand il s'agit de faire évoluer un certain nombre de situations qui les concernent? Est-ce que leur voix compte? Élisée a dit on ne les entend pas assez. Vous avez reproché aux associations de ne pas en faire assez. Conclusion, est-ce que finalement leur voix compte? Est-ce qu'ils parlent quand même? Est-ce que finalement tout ça compte? Non, mais dans tous les cas, si vous rentrez dans tous les ménages aujourd'hui, les gens murmurent. Ça veut dire qu'ils ont quand même leur mot à dire sur l'inflation, la vie chère qu'il y a. Seulement que lorsque... Est-ce qu'on en tient compte? Mais justement, est-ce que c'est le lieu où il faut murmurer? Oui, mais justement, lorsqu'on nous dit on murmure, c'est pourquoi tout à l'heure je trouve l'argumentaire... Ne revenez pas sur les anciens sujets. d'Élisée, je pense que c'est peut-être... dire à M. Koumou qui méconnaît son travail. Lui, il est président de l'association de consommateurs. Il a choisi son objet pour son combat. Donc, il reste là-dessus. Donc, les consommateurs, eux, ils attendent. Les gens font les murmures. Et c'est ces murmures-là qui montent à M. Koumou pour qu'il mette son combat. Donc, on n'attend pas forcément que les populations soient forcément dehors. Et puis, quand il y a une situation, dans tous les cas, ça va grimper. Et que rien ne se fait. À un moment donné, les consommateurs, ils se disent que nous sommes dans la situation où on subit. Les gens se taisent. Bon. Après ne dites pas que comment on appelle là, cette majorité, on pourrait le dire, silencieuse là, sa voix ne compte pas. Mais les gens savent qu'aujourd'hui, la vie est chère. Et les gens le disent. Vous dites clairement, c'est là où on va amener Koumou à intervenir, vous dites ça murmure, mais il n'y a pas de haut-parleur qui aurait pu être justement les associations de consommateurs. Et pour compléter justement la question à Koumoué, ça murmure, mais est-ce que ça murmure dans le bon endroit? Parce qu'on murmure dans les maisons. En référence à ce que dit Élisée. Tout à fait. Parce que les Ivoiriens peuvent aller aussi méditer. Soyons sérieux. Hein. Oui. On vous écoute. Regardez un tant soit peu la communication au niveau international. Depuis la crise irakienne jusqu'à la crise russo-ukrainienne, où avez-vous vu une seule fois une association de consommateurs au plan international en train de manifester dans les différents pays? Vous voyez les centrales syndicales partout dans le monde. Ce n'est pas des associations de consommateurs. Je répète encore une fois, et à bon vouloir, et malgré que vous voudrez que nous soyons un parti d'opposition bis, nous ne l'avons jamais été. On vous a pas donné Quand la nous parole, demandons à discuter avec, par exemple, un service de l'administration publique qui se refuse de nous recevoir ou qui traîne à le faire, nous élevons la voix. Mais si nous devrons aller, par exemple, dans la rue, pour revenir après nous asseoir à la table de discussion, là où l'administration nous offre la table de discussion dès lors que nous nous plaignons, mais pourquoi voulez-vous que nous élevons la voix? Non, nous sommes des organisations avec des leaders extrêmement responsables. Très bien. Ça, nous c'est ne une bonne jouerons chute. jamais le rôle de l'opposition à la place de l'opposition, encore moins des centrales syndicales à leur place. Merci Marius. C'est une bonne je chute. pense qu'on s'est bien compris, les téléspectateurs ont compris, André. C'est la journée mondiale des consommateurs. Vraiment compris.
Non. Ils ont compris. La seule personne qui aurait pu rajouter quelque chose, c'était Élysée, mais on va lui permettre justement de le faire sur le prochain sujet, qui est un sujet aussi qui sans doute va vous passionner. Il s'agit de l'initiative d'une association de leaders. Ils se disent Union des leaders pour la candidature du candidat Alassane Ouattara en 2025. Qu'est-ce qu'ils font, Christelle? Ils demandent une pétition de 4 millions de personnes, justement pour pousser le président de la République à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Regardez. C'est par l'hymne national, entonnant en chœur, que l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025, ULC Ado 2025, a procédé au lancement d'une pétition pour la candidature à l'élection présidentielle de Alassane Ouattara. Cette pétition a recueilli 4 millions de signatures auprès des Ivoiriens. En tant que citoyen responsable, il est notre devoir d'examiner les différentes options qui s'ouvrent à nous, avec lucidité et pragmatisme. Il est temps de mettre de côté les divisions et les rancœurs du passé et de nous unir pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire encore plus forte et prospère. Les acteurs de ULC Ado 2025, en plus de cette pétition qu'ils comptent présenter à la direction du RHDP, une fois à son terme, envisagent également la sensibilisation des différentes couches de la population avant les élections. Cette adhésion des Ivoiriens et Ivoiriennes à la politique du président de la République tire sa source, on peut l'affirmer ici, dans les actions qu'il pose depuis son accession à la magistrature suprême. Votre souhait de voir, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs, le président Alassane Ouattara poursuivre ses actions de développement à la tête de ce pays est noblement justifié et il ne peut en être autrement. Monsieur le Président, votre ambition de réunir 4000 signataires pour la candidature de notre cher président 3 étoiles ne sera qu'une simple formalité. Pour participer à la pétition pour la candidature du président Alassane Ouattara en 2025, l'intéressé, âgé de 17 ans ou plus, doit télécharger l'application mobile Ado 2025 sur Google Play Store, Apple Store et ensuite aller sur le site web ado2025.com pour enregistrer sa pétition. Élysée Bouloubeuf, après cet élément, comment est-ce que vous réagissez justement à cette pétition? Ils sont donc des organisations de la société civile, des organisations politiques qui se mettent ensemble pour dire « nous voulons que le président soit candidat ». Il faut 4 millions de personnes. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Déjà, premièrement, je dirais que c'est leur droit. C'est le droit le plus absolu de tout citoyen qui estime à un certain moment donné qu'il trouve en tel candidat, pardon, telle personnalité, le candidat idéal de pouvoir le plébisciter. Mais en même temps aussi, je voudrais le ramener aux déclarations du candidat même concerné lui-même. Pour rappel, peut-être que beaucoup d'hommes sont en train de l'oublier, mais le 13 mars 2020, le chef de l'État, devant tout le monde au Sofitel ici, a dit qu'il renonçait à la... D'abord, avant le 13 mars, devant le Congrès, mais il est venu, il a dit qu'il présente comme candidat le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un mois après, avoir dit devant tout le Congrès qu'il renonçait à se représenter. Et il a expliqué les raisons et les motifs. Et ces raisons qu'il a évoquées, les motifs qu'il a évoqués, sont encore d'actualité. Il a dit que ce n'est pas facile pour lui, à cet âge qu'il a, de gérer les manettes d'un pays. C'est difficile. Nous sommes en 2024. Est-ce que l'environnement n'a pas changé, selon vous? Non, l'environnement peut... Quand vous parlez d'environnement, vous parlez de quel environnement politique? C'est une question, oui, environnement. Non, l'environnement politique est resté le même. Moi, je ne vois pas en réalité qu'est-ce qui a fondamentalement changé en tant qu'environnement politique. Très bien. Donc, je veux quand même que ceux aussi, ils puissent se référer à la déclaration, à la volonté. C'est surtout ça, à la volonté de ce candidat. C'est aussi important quand même qu'on puisse retenir ça. Votre voisin juste à côté... Comment? Oui, bien sûr. Vous avez religieusement écouté Élysée. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Vous avez des points, évidemment, sur lesquels vous trouvez qu'on peut aller un peu plus loin par rapport à cette initiative. Qu'est-ce que vous dites au final? Il a même soulevé, rappelé le souhait même du candidat. Enfin, celui qu'on propose comme candidat, le président Alassane Ouattara l'a dit après. Donc, mais moi, je veux revenir sur un élément, la tendance politique, qui est un levier important de la démocratie. La tendance politique, c'est le changement des courants politiques à la tête du pouvoir. Et à la limite même, on ne nous dit même pas que c'est quelqu'un du RHDP qu'on propose, quelqu'un d'autre. Il y a un changement de visage au moins, même si cela n'est pas de la tendance politique. On veut nous ramener
à la même personne. Pourquoi on? C'est une initiative. Pourquoi vous dites comme s'il y avait un complot. C'est l'initiative. Je parle de l'initiative. On veut nous rappeler à ça. Et je ne peux même pas dire que c'est seulement une initiative isolée. Ici, on a reçu le porte-parole adjoint du RHDP, le ministre Touré Mamadou, qui a insisté là-dessus. Leur volonté au niveau du RHDP aujourd'hui, c'est de proposer le président de leur parti, qui est en train de terminer 3 mandats et qui va aller à un 4e mandat. Leur souhait. Où on met le changement de visage, où on met l'alternance. Donc, premier argument pour vous, la question de l'alternance. Marius Komoé, qu'est-ce que vous partagez ses avis? Lui, il dit volonté du candidat qui serait un peu forcée parce qu'au final, il veut bien se retirer. L'autre dit la démocratie, écoutez, c'est l'alternance, c'est tout beau. Vous répondez quoi à tout ça? Bon, je pense que sous nos cieux, on n'a aucun respect. On piétine à la limite les règles qui régissent le fonctionnement de la démocratie. En Afrique, lorsqu'on a un candidat qui fait des merveilles, on veut le voir éternellement au pouvoir. Or, les textes ne le permettent pas, obligeant donc ce candidat à souvent... On n'en est pas encore là. Les textes, c'est le Conseil constitutionnel qui va se prononcer. Donc, or, dans le cas d'espèce, c'est des populations individuellement, mais c'est leur droit d'exprimer cette volonté de voir un individu continuer à œuvrer à la tête du pays pour leur bonheur. Mais est-ce que c'est la volonté populaire qui plus est? Est-ce que les textes le permettent? Si tel est le cas, le Conseil constitutionnel avisera au moment opportun. Très bien. Daouda, le Conseil constitutionnel avisera au moment opportun. Mais comment est-ce que vous réagissez déjà à ce que des personnes, qu'elles soient politiques ou non, décident, souhaitent, je dis bien souhaitent, voir le candidat Alassane Ouattara rempilé pour un autre mandat? Ensuite, on parlait d'environnement. On avait un dauphin en 2020 qui n'est plus aujourd'hui. Je reviens sur, est-ce que l'environnement, justement, n'a pas changé, puisqu'on n'a plus de dauphin, enfin, pour l'instant? En fait, moi, je vais être clair. Je pense que les trois ont déjà parlé, ils ont donné leur point de vue sur la question, mais ne nous substituons pas aux militants des partis politiques. C'est leur choix, c'est leur droit le plus absolu. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, on est en train de discuter sur le cas Alassane Ouattara. Mais pas plus tard que hier, je pense que M. Laurent Gbagbo a été porté à la tête de son parti, comme malgré qu'il sait qu'il ne peut pas être candidat, il n'est même pas sur la liste électorale, comme candidat. Donc, en gros, pour moi, j'estime que certains militants des partis politiques prennent en otage leur leader politique. Malheureusement. Mais c'est leur choix le plus absolu. Dans le cas d'Alassane Ouattara, là, je pense que pour sa candidature, il est légitime, il est légal dans sa fonction. Parce que ce qu'il a fait, c'est son premier mandat de la Troisième République. Donc, il a le droit pour un deuxième mandat de la Troisième République. C'est la Constitution qui veut cela. Donc, à un certain moment, les gens arrêtent de dire il n'est pas en droit, il est en droit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, il est en droit. Ce que nous, on veut, et je suis d'accord avec l'avis que je partage avec chacun d'entre vous ici, c'est que j'estime que M. Alassane Ouattara a 82 ans aujourd'hui. Il a bâti de mémoire, pour nous qui sommes jeunes, de notre génération, ce que Alassane Ouattara a fait. Aucun d'entre nous, de tous les présidents, à part Houphouët-Boigny qui est passé, on n'a vu aucun président faire ce qu'il a fait. Je souhaite sincèrement que M. Alassane Ouattara aille se reposer simplement et célébrer l'œuvre qu'il a mis en place, l'héritage qu'il nous a donné. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Très bien. Maintenant, laissons le choix aux partis politiques de choisir le candidat qu'ils veulent pour 2025. C'est leur droit. Merci beaucoup, Daouda. Vous dites merci, effectivement, merci Daouda. Parce que, en fait, chacun s'est prononcé sur une initiative. On ne connaît pas encore les intentions du candidat. Eh bien, n'allons pas plus vite que la musique, ne dansons pas plus vite que la musique. En tous les cas, c'est une première initiative de l'Union des leaders pour la candidature d'Alassane Ouattara, demande à laquelle le candidat potentiel devra réagir. Et donc, le temps que tout ça se mette en place et qu'on voit les uns et les autres qui veulent rentrer dedans ou ne pas, ou en tout cas donner des conseils, on aura l'occasion d'en débattre encore sur ce plateau. Très chers amis, en tout cas, merci pour vos contributions. Christelle nous a rejoint un invité et non des moindres. Tout à fait, il s'agit de M. Jean-André Aïpo. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le président du Salon international du capital investissement et du capital risque d'Abidjan. Avec vous, donc, on parlera des financements alternatifs de l'économie par les fonds d'investissement. Mais qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? On en parle beaucoup. Et on parle d'économie alternative pour mieux comprendre, pour que nos populations puissent mieux comprendre dans un langage assez accessible, parce qu'on parle d'économie. Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Et une troisième chose, fonds d'investissement
capital risque. Parce que Ouais, c'est deux choses, comment qu'on comprenne un peu pour le grand public. Hein. OK. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur votre plateau. C'est notre plaisir. Avant de parler du fonds d'investissement, ce qui serait intéressant de savoir, c'est les méthodes de financement de l'économie. Très bien, ça c'est intéressant. Ouais. Voilà. Donc il y a les méthodes traditionnelles qui sont la banque, les banques commerciales. Il y a ce qu'on appelle en finance de marché, le marché public, donc la bourse. La bourse, oui. Voilà, donc les sociétés peuvent s'endetter auprès des banques, peuvent vendre une partie de leurs actifs, donc de leurs actions, à d'autres investisseurs, donc sur le marché public, la bourse. Et donc, à côté de ces deux méthodes principales-là, il y a une méthode alternative qui est le marché privé. Voilà, le marché privé concerne le financement de toutes les sociétés qui ne sont pas sur la bourse, donc sur le marché public, et qui, normalement, ne peuvent pas être financées par les banques traditionnelles à cause des risques inhérents à leur activité ou à leur stade de développement. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise, moi, je pense que j'ai la meilleure idée du siècle et je vais voir les banques, ils disent, non, lui, son idée là, écoutez, on va se casser la figure, n'y allons pas. On va sur le marché pour que les gens viennent investir. Ils disent, ouh, attention, lui, là, il pense qu'il a la meilleure idée, ça ne va pas. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'un investisseur comme ça peut y entrer. Justement, pour aller à la banque, il faut avoir un historique. C'est ça. Il faut avoir une documentation financière. On ne peut pas aller à la banque pour vendre une idée. La banque, elle n'achète pas des idées, elle achète des actifs, elle achète des projets, et elle achète quelque chose qui peut faire rentrer de la trésorerie. C'est ça. Donc, vous arrivez à la banque, vous dites que j'ai une idée, je veux créer la machine qui va vendre. Le banquier va dire, vous avez déjà créé votre machine, vous avez un marché, vous faites rentrer de l'argent. Non. Donc, vous n'êtes pas qualifié. Très bien. Parce que la banque ne peut pas calculer et maîtriser votre risque. C'est à ce moment-là qu'on fait appel donc, à un fonds d'investissement. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas non plus aller sur le marché public, la bourse. C'est encore plus structuré, c'est encore plus compliqué. Donc, vous êtes hors jeu. C'est en ce moment-là qu'il y a des acteurs qui, eux, ont les compétences, sont formés. C'est une activité régulière. Elle est très risquée. Donc, qui ont les compétences, sont formés, rentrent en jeu. Et dans ces acteurs-là... Et comment ils rentrent en jeu? Avant de dire ces acteurs, c'est quoi la méthode? Ils viennent prendre des parts, ils vous donnent de l'argent, ils carrément tout le projet. attendent. C'est quoi la Non, non. Ces acteurs-là, il y a deux parties, il y a deux segments dedans. Donc, il y a le private equity, qui est le capital investissement, et il y a le venture capital, qui est le capital risque. Le private equity, donc le capital investissement, investissent dans des sociétés qui ont déjà un historique, qui ne sont pas cotées, c'est du non-coté, qui ne sont pas sur le marché boursier, mais qui ont déjà un historique. Donc, qui ont des états financiers, 2, 3 états financiers, qui veulent se développer leur activité ou aller dans d'autres pays. Donc, ça, c'est le capital développement. Très bien. Donc, c'est ce que le private equity, le capital investissement, cible. Il y a d'autres types de sociétés qui sont beaucoup plus risquées, qui n'ont aucun historique, souvent qui n'ont pas le produit. Et ça, c'est ce que le capital risque, donc le venture capital, c'est ceux-là que le capital risque, et ça porte son nom, risque, parce que les risques sont élevés, cibles. Voilà. Donc, le private equity sur des sociétés qui veulent faire du développement, se développer, et le capital risque sur les sociétés qui souvent ne sont pas sur le marché, qui ont peut-être des prototypes, qui ont peut-être des idées, mais qui ne sont pas encore sur le marché. Mais on sent que l'idée par derrière est bonne et qu'on peut faire du chiffre. Exactement. Très bien. Mais là, c'est un pari. Oui, c'est un pari. Et le pari, comme on ne peut pas lancer une pièce en l'air, il faut des méthodes mathématiques, des méthodes de statistiques, des connaissances pour pouvoir calculer le risque, modéliser le risque et investir. Parce que, là, je vais répondre à la question sur les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont des sociétés. C'est des véhicules financiers, mais c'est des sociétés, des entreprises dont les parts sont détenues par des individus ou des personnes morales appelées investisseurs. Donc, si je crée un fonds d'investissement qui investit, par exemple, dans l'agriculture, la société de gestion du fonds d'investissement, c'est moi, par exemple. Je vais aller voir les investisseurs institutionnels, donc les banques, les fonds mutuels, toutes les entreprises à trésorerie florissante. Je veux dire que j'ai un fonds, le fonds il est 10 milliards. Je veux prendre les 10 milliards pour les investir, par exemple, dans des projets agricoles.
Donc, les investisseurs vont venir dire, bon, moi, dans les 10 milliards, je mets 1 milliard. Moi, je mets 100 millions, je mets 200 millions, je mets 300 millions, je mets 400 millions. La part de chacun est égale et en proportion de la part totale du fonds. Tout à fait. Et donc, ces investisseurs-là, l'argent qu'ils mettent dans ce fonds est donc une entreprise à capital variable qui est gérée par d'autres entreprises qu'on appelle les sociétés de gestion de fonds d'investissement. Ouais. Et ce sont les sociétés de gestion de fonds d'investissement qui investissent donc ces fonds-là maintenant dans les entreprises. Dans le domaine agricole et dans les différentes entreprises qui sont dans le domaine agricole. Voilà. Très bien. Nos camarades ont des questions. On commence par Herman. Puis après, Monsieur Jean-André Aipo, on voit que vous avez un gros panel, enfin, vous avez plusieurs personnes qui viendront, des speakers qui viendront. Quelles sont les articulations justement de cette rencontre-là? Et puis, vous parlez de risque, vous allez vous intéresser au capital risque de ces entreprises-là. Aujourd'hui, on sait que les banques commerciales, généralement, ne financent pas une certaine catégorie d'entreprises. Jusqu'où, au niveau de capital risque dont vous parlez, jusqu'où des entreprises peuvent avoir un financement? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de barrières comme on le fait, comme on le constate lorsque les banques décident de les financer? Merci beaucoup. Avant toute chose, puisque vous parlez du salon, l'Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit, qui aura lieu le 25 et le 26 mars au Palais des Congrès du Sofitel. L'objet même du salon, c'est de jouer sa partition dans le développement de la place financière d'Abidjan. Comment? En réunissant, ma question. Voilà, en réunissant tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ouais. Les acteurs de cette chaîne de valeur du financement, il y a les États. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a les investisseurs, donc les banques multilatérales de développement, les institutions de développement, les entreprises à trésorerie florissante, les fonds mutuels. Il y a les sociétés de gestion de fonds, il y a les banques commerciales, il y a les porteurs de projets, les entreprises qui recherchent du capital, des fonds, et il y a les start-up, les entreprises, les jeunes pousses les plus innovantes. Donc, faire un salon comme ça permet de réunir tous ces acteurs-là sur le même lieu, pour qu'il y ait des échanges directs, pour que chacun expose ses attentes vis-à-vis de chacun des acteurs. Parce que c'est quoi le constat que vous faites depuis? Le constat, il est très simple. Lorsqu'on regarde les flux financiers dans le private equity qui arrivent en Afrique, plus de 80% de ces flux-là vont dans l'Afrique anglophone. Ouais. Et aussi, le second point qui m'intéresserait, c'est les faux fonds d'investissement financier, c'est-à-dire le mirage financier. On a des groupes, on pourrait avoir des groupes qui disent on veut investir, par exemple, avec des chiffres faramineux qui font souvent très peur, 200 000 milliards, on vous dit c'est un fonds, et après, on vous dit attention, il faut faire attention parce que ça risque d'être un mirage ou un faux fonds financier. Est-ce que ce genre de propos, ce genre de retour, de risque, vous est déjà revenu? Enfin, je vous ai dit, est-ce que quand vous vous promenez dans la ville, vous voyez une fausse banque? Vous ne voyez pas de fausse banque. Bien sûr. Parce que les banques sont régulées, les compagnies d'assurance sont régulées, ben, les fonds d'investissement sont aussi régulés. Donc, si vous voulez investir dans un fonds d'investissement, vous devez vous assurer que ce fonds d'investissement a une licence, un agrément pour exercer. Ah, très bien. C'est la moindre des choses. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la gestion du risque, mais à un très, très haut niveau. Très haut niveau, tout à fait. Un très, très haut niveau, et l'investissement, par définition, on peut le perdre. Donc, on ne va pas dans des fonds qui sont gérés par des gens qui n'ont ni la compétence technique, ni l'expérience, ni la compétence théorique. Et pour pouvoir vérifier cela, la première des choses, c'est de demander l'agrément. L'agrément, qui serait donné par qui? Ben, les autorités du pays financières. Où il exerce, en tout cas. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a des accords. OK. Il y a des accords, donc la plupart des fonds ne sont pas basés ici. Oui, effectivement. Mais les fonds ont des agréments dans des pays qui ont des accords avec la zone UEMOA. Très bien. Donc, du coup, ces fonds-là ont leur numéro d'agrément, ont leur licence, qui sont reconnus par les autorités ivoiriennes. Très bien. Très bien. Daouda, vous voulez poser une question? Vous parlez tantôt du sommet qui va se passer du 25 au 26 au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Combien de personnes vous attendez et est-ce que c'est ouvert au grand public? Ah, merci beaucoup. Si ce n'est pas le cas, combien on doit payer pour y accéder? Excellente question. Nous attendons entre 700 et 1000 personnes. Ça, ce serait l'idéal.
Si on a plus, merci. C'est ouvert. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une chaîne, il y a un écosystème. Bien sûr. Donc c'est ouvert à tous ceux qui se sentent concernés, c'est-à-dire l'État, les banques, les investisseurs, les sociétés qui sont à la recherche de capitaux, les porteurs de projets, les start-up. Tous ceux qui sont dans cet ensemble-là sont candidats pour accéder au salon. Très bien, Élisée. À quel prix? Il a posé la question. Voilà, c'est 500 000 francs par personne. Après, il y a des packages pour les entreprises qui veulent communiquer. Elles ont des packages qui leur permettent d'avoir plus de personnes, mais c'est 500 000 francs par personne. Pour les 2 jours, c'est ça? Ça donne droit à 25 panels, des panels animés par les plus grands DG de la place et de l'international. Chacun expert dans son domaine. Donc, en réalité, c'est des informations qu'on ne peut pas avoir dans une école. C'est clair. Dans une université, parce que c'est des praticiens, c'est des gens qui sont très, très calés dans leur domaine. Donc, on a 25 panels. Mais à côté de ça aussi, on a des événements B2B. Voilà. Il y a des gens que vous voyez à la télé, vous n'avez pas leur numéro. Si vous venez au fond, vous allez pouvoir leur parler et avoir leur numéro pour mettre en place des partenariats, autre chose. Une dernière question. Les 500 000, c'est pour les 2 jours? C'est pour les 2 jours. Très bien. Élisée, vous aviez une question? Ok. Je voudrais juste savoir si le choix d'Abidjan obéit à une raison, parce que très souvent on entend dire que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunité, est une plateforme d'opportunité en termes d'investissement. Déjà, je suis ivoirien. Dieu ne montre pas son village avec la main gauche. Si, bon, dans mon histoire, j'ai toujours privilégié mon pays. Très bien. J'ai les opportunités pour le faire n'importe où. Ailleurs. Voilà. J'ai eu même les opportunités. J'ai même des offres où c'est l'État même qui organise tout. Alors qu'ici, c'est moi qui organise. Voilà. Donc, je suis un nationaliste, un patriote. Très bien. Jean-André. Ça, c'est la raison première. Ouais. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans une zone financière inclusive, c'est-à-dire la zone UEMOA. Et Abidjan est la plus grosse place financière de cette zone. Exactement. Abidjan est une capitale qui compte. Il n'est pas normal que des événements de cette envergure n'aient pas lieu en Côte d'Ivoire. Nous avons un mindset, un état d'esprit, la population. C'est la ville la plus ouverte de la zone UEMOA. Donc, nous retrouvons le monde un peu ici à Abidjan. Très bien. Voilà. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. C'est la deuxième et sans doute une raison très importante. Le rendez-vous est pris, vous l'avez entendu, hein, les 25 et 26. Marius, comment on aura le temps, effectivement, peut-être d'en parler sur notre plateau. Mais en tous les cas, merci d'être venu nous instruire sur le sujet. On aura plaisir à vous retrouver donc à une prochaine occasion sur ce plateau même. Pourquoi pas au sommet? Ce sera très intéressant. Vous êtes invité au sommet. On paye les 500 000 €. Non, c'est la presse. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et nous revenons ici encore, puisque nous avons des sujets pour vous. Nous avons des débats encore et toujours. Et des débats qui vous intéressent, comme je ne le cesserai de le dire. Christelle, la deuxième partie de cette émission va consister d'abord à évoquer la préparation d'un projet à venir. Et il faut qu'on en parle juste avant de recevoir notre invitée qui est une artiste. Exactement, je sais que cela va réjouir Élisée profondément parce que c'était l'une de ses fortes complaintes et je pense qu'Élisée, le gouvernement vous a entendu. Bientôt, André, les médias seront honorés par le gouvernement pour leur implication au succès de la CAN. Certains avaient été décorés, n'est-ce pas, avant cela et aujourd'hui, le gouvernement dit bon, il est temps de regarder chaque chose à son temps. Hein. Il est temps maintenant de regarder du côté des médias et vous dire merci. Messieurs, comment réagissez-vous à cela? Je commencerai évidemment par Élisée. Vous êtes attendu sur la question. Oui, ben moi, je voudrais juste, à la suite de vos propos, dire merci au Premier ministre. Et je pense que c'est aussi ça le sens de la responsabilité. On peut se tromper sur certains points et c'est toujours à l'honneur de celui-là qui peut-être s'est trompé de se reprendre, d'être félicité. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Je voudrais juste l'encourager à regarder plus large, pas juste au niveau des médias, mais je pense qu'il y a certains acteurs qui ne sont forcément pas des acteurs des médias, mais qui ont contribué aussi à la bonne organisation, à la bonne réussite de cette CAN-là. Peut-être c'est le lieu de faire vraiment, je dirais, un hommage populaire. Nous, on n'attend pas forcément qu'on nous mette une médaille sur la poitrine, mais vraiment dans les évocations, dans certains éléments de langage, qu'on puisse quand même voir quelque part qu'on a contribué et qu'on a participé à ce que cette fête-là soit belle et qu'aujourd'hui, elle ait le rayonnement qu'elle a eu. Très bien. Merci, Élisée. Il est satisfait. Et nous aussi, nous sommes satisfaits. Mais de quoi?
de la présence de Sly sur ce plateau avec elle. On parlera de la place de la femme dans la musique ivoirienne. Mais Sly, vous êtes avec nous, hein. Vous assistez un peu aux réactions de nos amis. On a écouté Élysée qui est très satisfait, qui, André, félicite donc le Premier ministre pour avoir écouté le cri, n'est-ce pas, de son cœur qui était très meurtri ce jour-là. Écoutons Daouda, Herman, Marius, comment est-ce que vous réagissez justement à cette question, Herman? Ben, on a dit ici, à la suite d'Élysée, je félicite aussi le gouvernement, le Premier ministre, parce que le Premier ministre, ce n'est pas seulement lui, il a dit que c'est sur instruction du chef de l'État, du président de la République. Donc, on félicite déjà cette initiative-là. Maintenant, il faut bien regarder qui ont... Parce que quand on dit les acteurs des médias, il faut dire... Moi, je répète encore une fois, au niveau de Live TV ici, on a fait l'avant, le pendant et l'après l'événement. Avec beaucoup d'acteurs du COCAN qui sont passés ici, défendre les points, expliquer aux Ivoiriens. Nous-mêmes, on a ici, je pense que c'est ici est venu la canne, la plus belle canne de l'histoire avec enfin, je pourrais dire cette expression générique de Daouda. Il y a eu plein de choses qui sont passées ici. Il faudrait que quand même si on ne donne pas individuellement les médias à chacun, il faut qu'on reconnaisse là, à Live TV, qui n'était pas parmi les médias, les diffuseurs, mais qui a joué un grand rôle. Une fois qu'on a dit ça, Daouda, on peut s'interroger pour dire, mais finalement, les médias, vous avez fait votre travail, donc naturellement, je veux dire, il n'y a pas particulièrement à vous féliciter, ou vous pensez qu'effectivement, il faut mettre un point d'honneur à vous féliciter pour ce que vous avez fait? Ben, moi, je suis assez décontenancé quand j'entends mes co-débatteurs tenir ce genre de propos, parce que, je veux dire, nous sommes toujours les premiers sur ce plateau à dire quand le gouvernement fait quelque chose, oui, il a fait son travail. Mais chers journalistes, s'il vous plaît, vous avez fait votre travail. Très bien. Parce qu'en 1992, nous sommes la Côte d'Ivoire allée au Sénégal. Nous avons remporté une CAN. Et on est revenu avec cette CAN. En 1992, les journalistes ont participé. Ils n'ont pas été décorés, mais pourtant, ils étaient fiers. Mais est-ce que ce n'est pas une anomalie? Si vous voulez, c'est votre opinion. Mais mon opinion en moi... Moi, je pose la question. Oui, et je réponds à votre question. Je réponds à votre question pour dire qu'aujourd'hui, moi, j'estime qu'en tant qu'Ivoirien, quel que soit le lieu où j'étais, quel que soit l'emplacement où j'étais, ma façon à moi de contribuer, toi et moi, nous sommes allés à Boaké. On a dormi à la Belle Étoile. Ah ben je veux bien en avoir une médaille. Oui, mais tu vois, mais je pense très bien que... Je pense très bien que... Pour avoir souffert à la Belle Étoile, selon vous? J'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire au lieu où j'étais pour mon pays. Je n'ai pas besoin de célébration pour cela. Et je pense que tu avais cité le Premier ministre ici, que si je devais célébrer tout le monde, si je devais décorer des gens, on devrait décorer les 30 millions d'Ivoiriens. Même si je n'ai pas de médaille, je suis quand même fier que la Côte d'Ivoire ait abrité la plus belle CAN, jamais organisée. Merci. Et les chiffres sont là pour en témoigner. Merci Daouda. Marius Komoé, est-ce une belle initiative de décorer les médias? Et puis pensez-vous, je vais directement que Live TV justement pourrait être sur la liste de ceux qui seront appelés? Ce serait même, à la limite, un crime de lèse-majesté que Live TV ne soit pas sur la liste. Ah, à ce point-là? Voilà, parce que tout simplement, depuis le début de la CAN jusqu'à la conclusion finale qui a vu la victoire des éléphants, Live TV a toujours tendu et ses micros et ses caméras en offrant même des plateaux de télévision, débattants, encourageants. Et là même où les Ivoiriens n'avaient plus confiance en leur équipe, au soir du match contre la Guinée équatoriale, Live TV continuait justement à distiller au sein donc, de la mémoire collective l'engagement, la volonté. Avec à sa tête le prophète Élysée. Exactement. À l'époque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se faisait appeler en ce moment-ci le prophète Élysée, parce qu'il annonçait que les éléphants, accompagnés par André Bois, ils ravivaient les populations, le cœur des populations, en les rassurant que les Ivoiriens n'étaient pas éliminés. Donc aujourd'hui... J'avais même pris un pari de porter mon maillot des éléphants jusqu'à la fin pour toutes les émissions. C'est vrai que je ne l'ai pas tenu. C'est dit qu'on y croyait. On était convaincus qu'on allait même se qualifier. Donc, le Premier ministre, il fait œuvre utile. Je pense que ce monsieur marque des points chaque fois depuis sa prise de fonction. Il a fait pour les autres et un bon père de famille, un bon gestionnaire de la chose publique. Il reconnaît avoir été reconnaissant envers une couche
plusieurs couches de la population en ignorant une autre couche, et non des moindres, qui est donc les masses médias. Et aujourd'hui, en voulant décorer les acteurs des médias, il fait justement, il répare le tort, si c'est un tort, il répare le tort qui leur a été causé. En une demi-seconde, et puis on passe à slide. Rapidement, c'était par rapport à la question, est-ce que les journalistes ne faisaient pas leur travail? On a vu ici, même quand on a dit qu'on découvrait les blogueurs et les artistes, on a vu des danseurs, c'est-à-dire des gens qui figuraient dans des groupes avoir des médailles de chevalier. Donc moi, je pense que chacun fait son travail, mais si il y a certaines couches qui méritent des médailles, il faut aussi que les journalistes, c'est leur droit aussi de mériter ces médailles. Très bien. S'il vous plaît, parallèle de forme. Je vais juste parler des formes. Oui, allez-y, 5 secondes. 5 secondes, Herman. La demi-seconde, ce que je tiens à te dire concernant cette canne et cette décoration. Parce que si on continue dans cette lancée-là, les Ivoiriens qui étaient à Boaké, comment on appelle ça? S'il vous plaît, les joueurs qui jouaient à 10, ces gens qui ont porté la voix, chanté l'hymne national, vous avez passé vos 5 secondes. Oui, on doit les décorer. Donc on va décorer tout le monde. Merci. Non, mais pour terminer, ça, ce n'est pas pour se prononcer par rapport au débat, c'est juste un fait. Vous savez, la grande chancellerie décore des Ivoiriens qui ont eu des arcs. Voilà, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Une chose est sûre, c'est que c'est un débat. Évidemment, il faudra savoir quel Ivoirien décorer et dans quelles conditions le faire. C'est intéressant, justement, que vous avez parlé de Sly, qui est avec nous. Vous étiez là, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que en tant qu'artiste, vous avez participé à votre façon à la CAN ou pas? Oui, bien sûr. Moi, j'ai participé de plusieurs manières, de façon comique aussi. J'ai fait des vidéos pour soutenir. Oui, est-ce que vous avez été décoré, appelé, félicité, quelque chose comme ça? Non, je vais rejoindre Daouda sur ce sujet-là. Ça veut dire j'étais déjà contente. J'ai eu mon trophée qui était la coupe. C'est ça. Ça veut dire, pour moi, chaque Ivoirien a contribué. On était tous contents. C'est ça. Et puis, je pense que si on veut décorer, même les femmes au marché, il y a des vieilles de 90 ans qui étaient contentes qu'on portait. Donc, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui est honorée, quoi. Très bien. Alors, Slide, notre sujet, notre conversation va tourner autour de la place de la femme dans la musique ivoirienne. Nous sommes dans le mois de mars. Donc, il est bon d'extendre à certains sujets qui parlent de la femme. La question peut être triviale. Mais quelle est votre place réelle, à part le fait de chanter et d'être une femme? Est-ce que vous vous sentez protégée dans vos droits, dans l'espace du showbiz ivoirien? Est-ce que vous vous sentez accompagnée par peut-être des incitives juridiques? Comment est-ce que vous vous sentez en tant que femme? Vous vous dites, on me fait des propositions assez bizarres, souvent je suis coincée, souvent je sais que j'ai droit à tel spectacle, mais parce que j'ai refusé peut-être des choses, enfin j'extrapole un peu. Des propositions indécentes? Comment est-ce que vous vous sentez en tant que femme dans le showbiz ivoirien, Sly? Bon, moi, je pense que les propositions indécentes, c'est dans tous les milieux. Qu'on soit artiste ou pas, c'est dans tous les milieux. Maintenant, forcément, en Côte d'Ivoire, la musique n'a pas la place qu'elle doit avoir. Et les femmes n'ont pas la place qu'elles doivent avoir au milieu des hommes aujourd'hui. Mais je vais dire, avec l'avènement des réseaux sociaux, chacun essaie de se battre et porter son image au mieux, on va dire. Mais il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas des associations ou des trucs qui protègent l'artiste. Voilà, l'artiste femme, justement, c'est bien que Christelle nous a permis de balayer comme ça toute la situation des femmes. Mais si on prend cas par cas, est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'être produite? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que vous chantez, vous avez une belle voix, vous avez une image, est-ce que c'est plus évident que quelqu'un vienne produire Sly juste pour sa qualité de musicienne? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de producteur qui existe. Comme à l'époque de Chantal Taïba. Ça n'existe plus. Comment vous y arrivez aujourd'hui? Je m'autoproduis. Je fais ce que je peux. Donc, quand tu n'as pas véritablement les moyens mis à disposition et que tu fais avec les moyens du bord, c'est sûr qu'on va dire « Ah, Sly, tu chantes bien, on a aimé cette chanson. Mais il n'y a pas eu vraiment de promotion. Les gens ne comprendront pas qu'avec les moyens qu'on a financièrement pour s'autoproduire, c'est difficile de faire une vraie promo pour être connu à l'international, je dirais. Il n'y a plus de mécènes comme à l'époque? Non. Des gens qui viennent investir, qui croient en vous? Ça existe peut-être encore dans le coupé-décalé parce qu'on est tout le temps en train de chanter des gens, mais pour nous qui chantons de la musique, où on a envie qu'on nous écoute, où on ne chante pas les noms, vous chantez des textes? Des textes, c'est difficile. Mais est-ce que ça ne s'explique pas aussi, moi, je dirais, par le fait que
disons l'époque que vous avez citée, les époques de Chantal Taïba et Aïcha Koné à ce jour, vous êtes d'avis avec moi que la proportion des chanteurs ou des artistes musiciens est passée peut-être du simple au 10 même. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui fait que on n'est pas aussi assez de mécènes qui soient en train d'accompagner des artistes? Parce qu'il y a quand même certains qui sont sur la place qui ont aussi des producteurs, il y a quand même des gens qui les ont accompagnés. Je vais répondre non. Je vais répondre non. Pourquoi? Parce qu'au temps de Chantal Taïba, il y avait beaucoup d'artistes féminines à voir. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. On compte du bout des doigts les artistes féminines qui cartonnent. On peut facilement les compter. Roselyne Layo. Donc, dis-moi après les trois, tu comptes. Vous êtes des artistes féminines à voix. À voix. Pourquoi vous précisez à voix? À voix qui chante vraiment, que tu peux inviter dans un gala pour prendre le micro et chanter. Non, mais en même temps, ce n'est pas... En même temps, non, je comprends ce que vous voulez dire, Christelle, mais en même temps, ce n'est pas une critique, hein, parce qu'il y a des gens musicaux. Voilà, il y a des gens musicaux. Le coupé-décalé, c'est pas... je dis qu'on chante de façon un peu cadencée, c'est pas quelque chose de plutôt linéaire, comme de la variété. C'est ça, justement. Comme le rap, etc. Il y a différents... Mais aussi qui peut faire du live. Du live, justement. Et rester correct sur sa ligne musicale sans se retrouver à l'époque, on pouvait avoir beaucoup d'artistes féminines chanteuses, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Herman? Il n'est pas encore 22 heures, mais je vais essayer. Peut-être au moins de 18 ans. Est-ce qu'il y a véritablement des droits de cuissage dans votre métier? Parce qu'on peut dans vos c'est pas un gros mot. Mais bon, droit de cuissage, je veux dire les harcèlements sexuels et autres, avant de chercher à vous produire, ou bien lorsque ils n'ont pas de propositions indécentes. Mais est-ce que véritablement vous vivez cela? Moi, je ne veux pas répondre comme tout le monde pour faire genre. Moi, personnellement, je n'ai pas eu droit à ça. Je pense qu'il faut peut-être faire l'ouverture pour que les gens puissent te faire du droit de cuissage. C'est-à-dire l'ouverture. En tant qu'artiste, c'est quoi l'ouverture? En tant qu'artiste, si tu es... Il faut prêter le flanc. Et comment vous prêtez le flanc? Comment certaines prêteraient ce flanc? Je ne suis pas à leur place pour l'expliquer. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans le milieu? Attendez. Mais je me protège justement parce qu'une artiste, c'est ce qu'on voit, c'est ce que tu donnes, c'est ce qu'on entend, c'est ce que tu fais. Si quelqu'un qui est de l'autre côté comme Daouda me regarde, il sait si je suis accessible ou pas. C'est dit tout court, mais il faut l'écouter. Donc les droits de cuissage, c'est des appels de phare? C'est des appels de phare, parce que pour qu'il y ait droit de cuissage, c'est des appels de phare. Si je ne te donne pas d'appel de phare, tu sais que tout de suite, c'est bon. En fait, ce qu'elle dit est tellement clair, parce qu'en réalité, c'est que si tu ne prêtes pas le flanc, je ne pense pas que quelqu'un va venir vers toi. Non. En même temps, il ne faut pas tout mélanger. Oui. On est dans le domaine de la production. Mais après, pour l'agression sexuelle, enfin, on ne prête pas toujours le flanc. C'est parce qu'on est dans un domaine où quelqu'un a besoin d'investir son argent et il faut qu'il ait le sentiment que s'il investit, vous allez lui donner en revanche quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il ne faut pas prêter le flanc. Mais après, faut pas, pour ne pas qu'on soit clair, tout le monde nous écoute, il faut vraiment être clair. Nous ne sommes pas en train de dire si on prête le flanc, on peut être agressé sexuellement. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, le droit de cuissage, c'est de dire donnez-moi une faveur sexuelle et je vais vous donner un investissement. Et là, elle dit je ne permets même pas à quelqu'un de me faire cette proposition indécente. Voilà. Est-ce la raison pour laquelle vous avez chanté le titre intitulé Yiri? Non, Yiri, que je prends d'ailleurs plaisir, je vous l'ai dit, à écouter dans ma voix. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté Yiri, ça parle de quoi? Ça parle des yeux. Des yeux. Embêter les yeux, c'est le regard des gens. Parce que j'ai vécu une histoire vraie récemment. Vous dites bien dans la chanson, c'est pas à cause des Yiri que je vais me faire... c'est pas à cause des yeux des gens que je vais vivre au-dessus de mes moyens. Je vais vivre au-dessus de mes moyens. Voilà. Bah, etc. Ça, on en parlera, hein, parce qu'il parle depuis longtemps, il nous parle de ce chant, Yiri et tout. Mais on revient, là, vraiment, désolé, on a un petit problème lié à la connexion Internet, donc on ne peut pas récupérer donc, les chansons pour les diffuser là. Mais elle répond rapidement sur Yiri et puis on passe à Daouda. J'ai vécu une histoire où je prenais mon vol et j'étais en classe éco. J'ai fait une photo, comme tout le monde d'ailleurs, et puis j'ai posté sur la toile. Et il y a une internaute qui m'écrit, qui dit « Mais pourquoi tu ne fais pas comme tes copines qui montent en première classe ?» Et j'ai reposté, j'ai republié ces écrits pour dire que j'ai mis en commentaire, c'est pas pour te faire plaisir que je vais m'asseoir en première classe. Quand je m'assois en première classe, moi je ne fais pas de photos. Est-ce que ça, juste avant d'entendre Daouda, puisqu'on est en train de parler tout ça des droits de la femme et de la pression culturelle parfois sur les femmes, et notamment sur les femmes dans le milieu de la culture, est-ce que justement ce regard qu'on a sur des artistes femmes, c'est pas ce qui pousse, ou ça peut vous pousser à vouloir vivre au-dessus de vos moyens? Est-ce qu'on vous met une pression, nous,
chaque fois, à l'exemple de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on vous met continuellement une pression pour que vous fassiez les choses différentes? Il y a toujours une pression et moi, je le chante justement pour dire à une jeunesse, parce qu'on est la voix des sans-voix. On est aussi un miroir pour la jeunesse. Pour les jeunes, oui. Pour dire à la... En republiant le commentaire, c'est pour dire que quand vous êtes jeune, cherchez à travailler. Ne cherchez pas à vivre comme les influenceuses qui vous montrent ce qu'elles ont envie de vous montrer. C'est ça la chanson? Oui, c'est ça la chanson. Voilà. Moi, on écoute un bout quand même. C'est vrai qu'on n'est pas une émission musicale, mais c'est toujours bon de comprendre comment on écrit les textes. Tu dois chanter, tu dois danser. Ah non, du tout. J'écoute ça régulièrement. C'est pas pour que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause des gens que je vais me donner. Alors, donc, il y a une autre chanson aussi qui va. Oui, attends, on va pas faire tout sur l'album. Non, mais je l'estime bien. J'aime bien. Mais il faut me faire ce morceau-là. Et puis, non, je l'ai écouté. Mais là, vous allez très loin. Je me suis interrogé, mais quand j'ai écouté la musique, cette musique-ci, il faut me faire ce titre-là exactement. Mais je me suis dit, mais quel problème la jeune dame a eu avec les hommes? Au point de nous inviter à faire toutes sortes de positions là où... Ça, c'est quelle chanson? Est-ce que c'est de ça Il faut me faire. Il faut me faire. On va parler dans le temps qu'on nous programme. Il faut me faire. Parce que beaucoup d'hommes se plaignent dans les foyers. Beaucoup d'hommes se plaignent dans les foyers. Parce que c'est les femmes toujours. Mon mari ne reste pas à la maison. Je suis mariée depuis tant. Mais c'est une manière d'interpeller les hommes pour dire aussi que même quand tu dis ce que tu veux dehors, là, dis à ta femme de le faire. Si c'est des nuisettes que tu aimes, que ta jeune copine porte dehors, tu dis à ta femme, elle va porter des nuisettes. Y compris toutes les sortes de positions. Non, non, Marius, c'est pas ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va entendre un bout de la chanson avant qu'Élisée vous n'interveniez, parce qu'on est déjà sur la chanson. On entend un bout de la chanson, il faut me faire, et quelque part, le temps qu'on l'écoute, est-ce que vous vous dites, finalement, vous êtes aussi une porte-parole des femmes? Est-ce que ça vous habite quand vous composez vos textes? On écoute le il faut me faire. Moi, j'ai eu peur, cette chanson, de la réaction des gens. Mais quand j'ai vu que c'était positif, j'ai dit, ah, finalement, les gens voulaient qu'on casse un peu, qu'on oublie un peu les tabous, les papous, voilà. Très bien. Herman? Sous prétexte que je suis ta petite maman, il ne faut plus me respecter, il faut me faire. Pardon, il faut me faire. Je ne veux plus que tu me respectes pour me faire. Pardon, il faut me faire. On met la chanson que tu aimes et tu es incapable de danser. C'est terrible, là, c'est terrible. Bon. Alors, revenons un peu, soyons un peu plus sérieux, voilà, sans commentaire. Donc, on est bien d'accord, vous êtes un peu le porte-voix des femmes. Comme des hommes. Hein, comme des hommes. Souvent, je prends la défense des hommes. Mais écoutons un peu Herman qui a une question et puis on reviendra un peu sur la place. Qu'est-ce que vous voulez que les femmes, les artistes qui sont dans ce milieu-là puissent faire? À l'époque, il y avait des associations d'artistes chanteuses qui étaient portées par, je ne sais pas, Aïcha Koné, Antoinette Conan, et ça marchait bien, elles avaient leur mouvement en tout cas. Pourquoi est-ce que vous ne le refaites pas, par exemple, ce mouvement-là? Écoutons Herman d'abord et revenons à la question. Non, mais moi, peut-être j'ai lui proposer d'écouter, mais à côté de son talent d'artiste, j'ai vu quelque chose à l'occasion de cette canne-là. Moi, je pense que c'était pour l'encourager à continuer cela. Elle faisait des vidéos un peu, elle faisait plein de voix et autres. J'ai vraiment, souvent, je regarde des heures. Elle peut imiter donc une sénégalaise, il faut l'encourager, elle a aussi ce côté-là. Non, c'est-à-dire qu'elle est multitalent, donc évidemment. Permettons à Daouda, parce qu'il bouillonne, il n'a pas encore parlé. Bon, et puis après, répond à ma question, elle répond d'abord, et puis Daouda ensuite. Terminer d'abord, oui. Alors, est-ce qu'il y aura une association pour mieux vous défendre, mieux vous présenter? Moi, j'ai essayé déjà. Parce que de la nouvelle génération, je pense que je suis la plus grande, on va dire. C'est une association de chanteuses. De chanteuses, parce qu'on a des droits. Il faut qu'on sache qu'on a des droits. J'ai essayé d'organiser un match de gala de football féminin, où j'ai invité toutes les artistes féminines qui sont venues, qui ont répondu présent l'année dernière. Et je vais faire bientôt la 2e édition. Oui, mais est-ce que vous essayez pour réfléchir, à part le... On en a parlé, on va le faire, parce que c'est important qu'on le fasse. Très bien. Daouda? Moi, j'ai 2 questions. D'accord. Bien précises. Dans la lancée de Christelle, est-ce qu'aujourd'hui, le respect des droits des femmes, ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui sont à la base du non-respect de leurs propres droits dans notre société? Et la deuxième question, c'est de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Parce que souvent, on voit certains artistes qui viennent, c'est un jugement que je fais, on a l'impression qu'ils viennent, quand elles viennent, elles chantent,
on les voit, on voit les rondeurs, on a tout vu. Automatiquement, c'est comme si elles venaient sur la place. Juste pour se montrer. Pour se montrer et puis aller s'asseoir. Chercher des appels. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, moi, je pense que chacun a sa carte. Chacun sait pourquoi il vient chanter. Moi, j'ai commencé en tant que choriste parce que c'est une passion. Donc, en tant que choriste, quand tu commences, c'est parce que tu aimes la musique. Donc, tu ne viens pas pour proposer tes rondeurs. Après, c'est les gens qui découvrent que elle n'est pas mal, elle n'est pas si... Mais tu proposes la voix, ce que tu as à donner. Après, je ne peux pas dire pour les autres. Si toi, tu l'as remarqué, c'est que... Peut-être, mais je ne sais pas. Et la deuxième question? Oui, allez-y, deuxième question. La première, là. La première, oui. La première où tu as dit... Où je disais que, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les initiatives que vous avez essayé de monter, est-ce que ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui sont à la base du non-respect de leurs propres droits dans la société? Je dirais certaines sont la cause même de leur propre chute, je vais dire ça comme ça. Parce que quand on tient des propos aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, quand on fait des directs et qu'on dit tout et n'importe quoi, pendant qu'on est dans des tenues qui ne sont pas... TikTok comme Facebook. Vous y allez souvent pour regarder ça. C'est les réseaux sociaux. D'accord, on a compris. Donc, pour moi, je dois m'intéresser à tout ça. Si, en tant que président, dans le cadre de vos fonctions, exactement. Quand tu es une artiste féminine, tu es un modèle pour une génération. Donc, pour moi, on doit faire attention à beaucoup de choses. On peut délirer à huis clos, mais quand on vient devant des caméras, on doit faire attention. Absolument. À qui nous suit. Élisée? Justement, je rebondis en tout cas sur votre chute. Comme vous l'avez si bien dit, on sait que dans nos sociétés, notamment celle africaine, la femme représente un peu l'ensemble des vertus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que dans le domaine musical où vous exercez, les femmes incarnent vraiment ces vertus-là, elles le présentent, elles le portent et elles essaient de le distiller aux sociétés, à la société? Je pense que certaines femmes essaient. Certaines femmes essaient. Et puis elles sont de plus en plus nombreuses ou c'est de moins en moins? On va dire... On les compte du bout des doigts, mais malheureusement, parce qu'aujourd'hui, quand tu proposes, même en matière de musique, quand tu proposes quelque chose de beau, un beau test, les gens ne t'écoutent pas. Mais si tu chantes tout de suite, je commence à venir faire un direct où je mets ma poitrine, je chante n'importe quoi, tu vas voir 10 000 personnes en train de suivre le live. Mais si je viens avec une voix, avec un message, tu vas voir peut-être 1000 personnes ou 500 personnes. On va terminer cet entretien slide to slide. C'est quoi votre activité? Votre actualité musicale? Vous avez une production en cours? Oui. Vous êtes en train de en faire la promotion. C'est quoi aujourd'hui? Là, j'ai sorti Ayoka il y a 2 mois maintenant, qui tourne bien. Et je suis en train de préparer un album qui va sortir début mai. Et par la suite, un concert au Palais de la Culture pour la fin de l'année. On peut avoir un acapella là pour terminer l'émission? Ok, je vais chanter Ayoka. Ayoka, oui, qui est en ce moment. Eyi misiaka oniseni brenyoya eyi fuenyo lago mo panyure o ze anyina miko dreko sate kanyanye no madamina zipete kamiza okeiku. Et la suite c'est sur l'album Ayoka, il faut aller l'acheter. Ayoka, c'est sur le single. Vous pouvez le monter là. Bravo, bravo. Bah, écoutez, on va doser. Notre émission est terminée, André. C'est terminé. Oui, mais je peux savourer Ayoka tranquillement en t'écoutant. Oh voilà, Daouda, Marius, Élisée, Herman, Slide, ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Et pour nous, en tout cas, très belle voix. Merci. Ça, on vous sert. Voilà. Non mais c'est quand on a dit on ramenait et il a dit slide, il a dit simplement sa phrase, je suis un consommateur de sa musique. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors notre émission est terminée, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. C'est la dernière de la semaine, lundi est un autre jour. En attendant, bon week-end, reposez-vous et n'oubliez pas, les programmes continuent sur Live TV. Allez, bonsoir.